Le 13 mars 1989, un étudiant part fêter la fin de ses examens avec ses amis de longue date au Spring Break qui a lieu à South Padre Island au Texas. Il y va comme tous les jeunes pour décompresser, boire de l'alcool, rencontrer des filles, passer un moment inoubliable ou peut-être oubliable étant donné la quantité d'alcool qu'il va y avoir. Malheureusement, au lieu de cela, la fête va virer au cauchemar. Une soirée mêlant des rituels sataniques, du cannibalisme et encore bien d'autres horreurs attend malheureusement cet étudiant au destin bien tragique. Avant toute chose, comme d'habitude, bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'une affaire criminelle, on va pas parler d'animaux sur celle-ci. Encore une fois, je vais essayer de faire tourner les vidéos pour garder du criminel aussi parce que j'adore ça et parler aussi de sujets qui me tiennent à cœur. Je suis désolée si vous entendez des bruits de parasites en fond, notamment peut-être des véhicules, je sais pas si ça va beaucoup s'entendre. J'ai dû ouvrir mes fenêtres, j'ai refermé quand même celle-ci sinon c'était pas possible de tourner. Mais il fait 33 degrés à l'étage de ma maison, alors oui, je suis en pull. Voilà, je n'aime pas mes bras, donc il est hors de question que je me mette en t-shirt. Bref, du coup, effectivement, j'ai dû ouvrir un peu pour aérer, sinon je ne pouvais pas tourner cette vidéo avant de mourir, tout simplement. J'ai pas envie de mourir, donc du coup, m'excusez pour les bruits parasites. C'est possible que ça vienne un peu perturber votre audition, en tout cas votre écoute. Sur ce, écoutez, installez-vous confortablement. La vidéo risque d'être un peu conséquente, donc c'est parti pour l'histoire du jour. Notre histoire du jour prend place aux États-Unis, au Texas, sur l'île de South Padre Island où va se dérouler un spring break et où malheureusement un étudiant va disparaître. Mais avant de vous parler plus en détail de cette histoire, nous allons découvrir et essayer de connaître un peu mieux l'étudiant qui aura malheureusement un destin extrêmement tragique. Donc l'étudiant qui nous intéresse aujourd'hui est Mark James Kilroy, qui est né le 5 mars 1968 à Chicago dans l'Illinois, aux États-Unis bien évidemment. Mark, c'est un jeune qui a grandi principalement à Santa Fe au Texas au début. C'est une petite ville à l'extérieur de Houston. Il va y vivre plus de 15 ans avec ses parents et son frère Keith. C'est un garçon qui va être élevé principalement dans la foi catholique. Ses parents sont très croyants et vont régulièrement à une église située non loin de chez eux, donc c'est vraiment très important pour eux d'inculquer la religion à leurs enfants. Au niveau de son parcours, Mark, c'est un étudiant modèle extrêmement brillant. Il va exceller dans les études, dans le sport également. Il joue au baseball, au basketball, au golf. C'est quelqu'un qui est très entouré également. Il va faire partie aussi des Boy Scouts of America et va être étudiant d'honneur au lycée de Santa Fe, où il était membre du conseil étudiant et a été classé d'ailleurs 14e de sa classe sur 210 étudiants. Autant vous dire que c'était un élève brillant qui avait un avenir prometteur devant lui. Il excellait vraiment dans tout ce qu'il faisait, il était solaire, c'était vraiment quelqu'un qui était très apprécié de ses camarades et très apprécié de ses professeurs. Après qu'il ait obtenu son premier diplôme en 1986, il va fréquenter la Southwest Texas State University à San Marcos au Texas, avant d'être transféré à la Tarleton State University, Stephen Field au Texas, grâce à une bourse qu'il aura eue au basketball. Il va rentrer dans une fraternité, la fraternité Lambda Chi Alpha, et va ensuite décider d'abandonner ses activités sportives et va être transféré au final à l'université du Texas à Austin pour devenir étudiant en pré-médecine et se préparer à son Medical College Admission Test. Voilà, il voulait faire des études dans la médecine. Encore une fois, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant et qui avait envie de développer ses capacités à l'école pour pouvoir avoir un avenir brillant. Évidemment, au moment de l'affaire, Mark est encore âgé seulement de 19 ans. Donc c'est tout ce qu'on saura sur lui puisque malheureusement il n'aura pas eu le temps de faire fleurir sa vie comme il aurait dû le faire. Donc on va se diriger sur les jours qui précèdent sa disparition et évidemment tout le reste. Donc c'est le 10 mars 1989 que Bradley Moore, un ami d'enfance de Mark, va terminer ses examens un peu plus tôt que prévu à l'université du Texas et va se rendre à Austin pour aller récupérer Mark en vue d'aller passer un excellent moment au Spring Break. Ils vont ensuite se rendre tous les deux du coup à Santa Fe pour récupérer deux autres amis à eux qui vont les accompagner durant ce périple
remplie d'alcool. C'est Bill Huddleston et Brent Martin, et tous les quatre, voilà, dans la voiture, avec une ambiance évidemment très festive, se dirigent tout droit vers l'île de South Padre Island pour le spring break organisé là-bas. C'est pas du tout la porte à côté, ils ont 9 heures de trajet devant eux. Alors évidemment, ils vont s'arrêter régulièrement pour dormir et manger, mais vont rapidement arriver quand même à destination et vont s'enregistrer au Charenton Hotel and Resort le lendemain matin avant d'aller se rendre direct à la plage pour aller mettre les pieds dans l'eau et profiter du soleil qui est très généreux en cette saison. Au moment de l'arrivée de Mark et ses amis, l'île n'était pas encore remplie de touristes. Il faut savoir que l'île de San Padre, c'est très connu justement pour accueillir tous les festivals, les spring break des jeunes. Donc c'est une île extrêmement festive où les gens ont l'habitude d'avoir énormément, une population très jeune, très alcoolisée et voilà, fêtard. C'est une île fêtarde. Rapidement, l'île va se remplir de nouveaux étudiants qui sont venus en quête de sensations fortes et de fêter leurs examens. Les sponsors vont commencer à arriver, les événements vont s'organiser doucement avec des sponsors notamment pour la bière, avec des organisations comme des concours pour passer dans des publicités télévisées. Enfin vraiment, vous imaginez, je vous mets quelques images, mais vous imaginez un peu voilà l'esprit extrêmement léger où on vient voilà évacuer tout le stress. Dans ces années-là, il n'y avait pas énormément de violence, etc. C'était pas encore la même période que nous où on se méfie de tout et on fait attention à tout. C'était beaucoup plus léger comme ambiance. La journée va passer à la plage, ils vont aller s'amuser, ils commencent à boire un peu d'alcool. Le soir, ils vont rencontrer des groupes d'étudiantes et sympathiser avec elles. Rapidement, il y a une routine qui va s'installer au sein du groupe d'amis de Mark. C'est-à-dire que tous les matins, ils vont se lever, voilà, ils vont déjeuner rapidement, partir à la plage pour profiter de la mer, de l'océan. Et ensuite, ils vont se rendre à l'arrière de l'hôtel où ils dorment, pour aller au concours quotidien de Miss Tanlin. Alors je suppose, j'ai pas trouvé trop d'infos, mais je suppose que c'est les concours de t-shirt mouillés, c'est très connu dans les spring break, hein, c'est très festif. Hein. Donc ils faisaient toujours ça, et ensuite ils faisaient la tournée des bars, et puis voilà, ils s'amusaient, c'était plutôt quelque chose de banal, on va dire, sur du spring break. Ce soir-là, les étudiants vont partir en début d'après-midi faire une petite sieste en vue de leur périple qui les attend le soir, puisqu'ils ont décidé de partir tout simplement au Mexique. Le Mexique, la frontière en tout cas mexicaine, n'est pas très loin de l'île San Padre, il y a quelques heures de route et on arrive facilement à la frontière américano-mexicaine. Donc beaucoup d'étudiants, c'était quelque chose de très connu, tout le monde faisait ça, prenaient leur voiture, s'arrêtaient devant la frontière, garaient la voiture à la frontière américaine et traversaient la frontière à pied via un pont et en fait rejoignaient une ville non loin où il y avait 3 bars tous les mètres, vraiment c'était très connu pour ça. Et cette ville-là s'appelle Matamoros. Alors c'est une ville dans ces années-là qui était extrêmement connue pour accueillir le temps des spring break énormément d'étudiants américains, canadiens, enfin voilà, c'était très connu pour ça. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas, quand vous vous renseignez sur la ville c'est tout l'inverse, il n'y a plus aucun étudiant qui vont faire la fête à Matamoros, au contraire. C'est très dangereux, c'est une ville qu'il faut éviter à tout prix parce que voilà, la violence, les meurtres, la drogue, les cartels sont présents et c'est extrêmement dangereux. Donc c'est plus le cas vraiment, mais à l'époque en tout cas c'était une ville où vous pouvez y aller tranquillement. Il n'y avait aucun problème pour aller faire la fête dans ces villes-là. Et au contraire, les jeunes adoraient y aller parce que déjà l'alcool était beaucoup moins cher qu'en Amérique, forcément. Mais surtout, l'âge légal pour boire de l'alcool n'était pas le même au Mexique qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, l'âge légal est 21 ans, qu'au Mexique, c'est 18 ans. Une personne comme Mark, théoriquement, n'a pas le droit de boire de l'alcool aux États-Unis, qu'au Mexique, il n'y avait aucun problème. Il pouvait aller dans les bars et puis consommer de l'alcool sans problème. Donc ce soir-là, le groupe d'amis se déplace jusqu'au Mexique, va faire la fête, ils font le tour de quelques bars, tout se passe super bien, ils finissent la soirée et repartent dans leur hôtel le soir même. Cette soirée-là s'est passée impeccablement. Le lendemain, la routine reprend pour les amis de Mark et Mark lui-même. Voilà, ils se lèvent, ils vont au concours de Miss Tanlin, tout se passe plutôt bien. Et vers 22h30, ils décident de reproduire la même soirée que la veille, donc de partir direction la frontière américano-mexicaine et déposer leur voiture et ensuite faire le chemin jusqu'à la ville de Matamoros à pied. Tout le début de la soirée va se passer plutôt bien et il faut savoir que cette nuit-là, c'était blindé de monde à Matamoros. Il faut imaginer qu'il y avait environ 15 000 étudiants, mais vraiment 15 000 étudiants présents sur place à faire la fête, à être complètement bourrés dans tous les coins. Voilà, c'était très festif, beaucoup de musique. Il y avait des heures d'attente pour rentrer dans certains bars tellement il y avait du monde.
Alors c'était vraiment l'endroit, encore une fois, ça vous montre à quel point l'endroit était très fréquenté par les étudiants à cette période de l'année. Donc tout de suite, Mark et ses amis décident d'aller dans le bar où la file d'attente est la moins longue pour pouvoir arriver au bar et se servir de l'alcool, et de boire un peu ici et ensuite pouvoir changer de bar pour pouvoir aller fêter un peu plus, voilà, dans des bars un peu plus gais, la fête avec plus de musique, plus d'ambiance, etc. Donc pour ça, ils vont entrer dans le bar Los Sombreros au début. Et ensuite ils vont le quitter pour aller dans le London Pub. Comme dans toutes les fêtes avec des potes, je pense que vous en avez déjà fait, les 4 amis vont boire de l'alcool et se disperser un peu dans le bar. Notamment Mark va être plus aperçu par ses amis pendant quelques temps, puisqu'il va rencontrer une fille et voilà, profiter de la soirée avec elle dans le bar, à boire un coup, danser, enfin vraiment, voilà, les amis se perdent un peu de vue dans le bar, mais rien de bizarre, c'est totalement normal. La plupart des gens, c'est ce qui arrive dans la plupart des soirées comme celle-ci. Et c'est vers 2h du matin que Bill, donc l'un des amis du groupe de Mark, va décider et proposer aux autres de rentrer à l'hôtel, du coup dans l'île de South Padre Island, parce que voilà, la soirée, ils en ont bien profité, il est tard, il est temps de rentrer. Donc les amis, donc les 3 amis, parce qu'à ce moment-là Mark n'est pas avec eux, accompagné, sortent du London Pub et aperçoivent Mark en fait de l'autre côté de la rue, adossé sur le capot d'une voiture, accompagné d'une jeune fille, voilà, où ils sont en train de discuter, etc. Donc voilà, ils sourient un peu. A priori Mark a réussi à attraper une fille, voilà, donc il passe un bon moment, ses amis sourient. Et voilà. À ce moment-là, le groupe va se séparer. Bradley et Brent vont partir en amont, enfin commencer à partir, en fait tout simplement s'arrêter dans un restaurant pour pouvoir aller manger un bout parce que bon, l'alcool ça creuse. Et ils vont s'arrêter du coup au Garcia's, un restaurant épicerie populaire près de la frontière justement, en attendant que leurs amis ils se décident à arriver. De son côté, Bill attend Mark qui est avec sa copine pour pouvoir voilà, être avec lui pour traverser la frontière, rejoindre ses potes et puis finir la soirée. À ce moment-là, Mark va s'arrêter sur les marches d'une maison sur l'Alvaro Obregón, donc la rue principale de cette ville, de Matamoros, pour attendre que Bill le rejoigne et traverse la rue. Mais au moment où Bill le rejoint en traversant la rue, Bill a une envie très pressante. Boire de l'alcool, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça donne envie de pisser. Donc Bill va courir tout simplement dans une petite ruelle adjacente pour aller se soulager, la vessie, voilà, parce que bon, ça pèse lourd dedans, beaucoup d'alcool, donc il va se soulager. Et Mark l'attend le temps que il finisse de faire pipi. Après s'être soulagé, Bill va sortir de la ruelle et va se rendre compte que Mark n'est plus là. Mais il va pas paniquer tout de suite, bien évidemment, et va rejoindre ses 2 amis qui sont au restaurant épicerie, en se disant que Mark a dû tout simplement les rejoindre puisqu'il savait où ils étaient. Arrivé au restaurant, Bill va demander à Bradley et Brent si Mark les a rejoints, est-ce qu'il est aux toilettes, enfin où il est. Ses amis lui disent non, on pensait qu'il était avec toi, enfin non, on ne l'a pas vu. Donc là, bon, ils comprennent pas trop, mais pareil, ils se posent pas trop de questions, puis ils se disent peut-être que finalement il a retrouvé sa copine, et peut-être que, ou alors peut-être qu'il est à la voiture, il nous attend à la voiture. Donc les 3 amis restants décident d'aller jusqu'à la voiture qui est garée près de la frontière américaine, pour pouvoir voir si Bill, par hasard, si Mark ne les attend pas à la voiture. Arrivé là-bas, pas de Mark. Bon, encore une fois, les amis ne s'inquiètent pas trop, puisqu'ils se disent peut-être que d'une, il a rencontré une autre fille, ou il a revu la fille avec qui il discutait à la sortie du bar, et peut-être qu'il est rentré avec elle, et voilà, quoi, ils sont partis à l'hôtel ensemble, et bon, on le reverra demain, et il nous racontera qu'il a passé une soirée incroyable avec une fille. Vous voyez le genre. Le problème, c'est que le lendemain matin, à leur réveil, les amis de Mark n'ont pas de nouvelles, n'ont toujours pas de nouvelles. Mark n'est pas rentré de la nuit. Ça, encore une fois, c'est pas forcément inquiétant pour eux puisqu'ils imaginent qu'il est parti faire la fête avec quelqu'un, mais ne pas donner de nouvelles, c'est assez étrange. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les smartphones, les téléphones, les portables pour pouvoir se contacter assez facilement et donner des nouvelles à nos proches quand justement on était perdu dans une foule. Il n'y avait pas ça. Donc là, ses amis commencent réellement à s'inquiéter. C'est pas son genre de pas donner de nouvelles. Et du coup là ça devient inquiétant. Donc les amis vont reporter disparu Mark parce qu'ils s'inquiètent et ils comprennent pas ce qui se passe. Donc ils vont contacter la police. Le problème c'est que la police va ne pas du tout prendre au sérieux au début cette disparition parce que étant donné que c'est en spring break, beaucoup de jeunes boivent beaucoup d'alcool et se perdent tout simplement et sont revus le lendemain ou le surlendemain, voilà, avec presque un trou de mémoire, en train de décuver et puis et voilà. Donc c'était pas pris au sérieux. Pourtant, il faut savoir qu'à ce moment-là, Matamoros, en 1989, a commencé à voir sa ville décliner au niveau de la violence depuis janvier. De janvier à mars, donc en seulement 3 mois, il y a eu 60 disparitions
Et d'ailleurs, Mark était la 60e disparition dans cette ville. Donc ça devenait un vrai problème. Beaucoup d'étudiants disparaissaient. Beaucoup étaient retrouvés effectivement quelques jours après. Mais il y avait de plus en plus d'incidents de ce style-là. Et ça devenait inquiétant. Et en fait, le cas de Mark a été rapidement pris au sérieux pour une seule raison. Parce que son oncle, l'oncle de Mark, travaillait dans les douanes et avait un poste à responsabilité dedans, dans les douanes de Los Angeles. Et quand il a appris que son neveu avait disparu, eh bien il a pris ça au sérieux. Il a fait jouer ses contacts pour lancer les recherches plus en profondeur du côté mexicain. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que le cas de disparition de Mark serait complètement passé aux oubliettes. Voilà, on n'en aurait pas entendu parler et on n'aurait pas découvert tout ce qui se tramait derrière. Et surtout à ce moment-là, je vous rappelle que Matamoros était une ville extrêmement touristique et qui marchait très bien pendant le Spring Break, et économiquement parlant, ces moments-là étaient très importants pour cette ville. Donc commencer à faire de la pub ou médiatiser le fait que des enlèvements de jeunes étudiants se passaient régulièrement à Matamoros, c'était pas du tout bon pour le tourisme. Au contraire, donc les Mexicains ont commencé à dire non, c'est pas chez nous, le jeune a disparu côté américain, c'est pas nous. Non, ils se dédouanaient, ils voulaient pas prendre la responsabilité de cette disparition dans leur ville parce que ça aurait entraîné beaucoup trop de négatifs, on va dire. Donc, ils essayaient de rejeter la faute sur les Américains. Le problème, c'est que forcément, les amis de Mark étaient présents durant cette soirée et vont confirmer le fait que Mark a bien disparu à Matamoros et pas à Bronxville, donc la ville qui est frontalière au Mexique, et pas là. Donc on va dire que c'est un peu en les poussant en fesses que la police mexicaine va décider de travailler avec la police américaine, main dans la main si on peut dire, dans les recherches pour essayer de retrouver Mark. Ils vont interroger beaucoup de monde, des taupes qu'ils ont un peu partout dans des milieux de la drogue, puisque forcément ils y ont pensé à un crime crapuleux pour du vol ou même d'autres choses. Le problème c'est que il en sort absolument rien, pas de témoins, pas de pistes, enfin vraiment rien du tout. L'enquête est complètement plate, les parents de Mark sont évidemment mis au courant, ils vont faire le déplacement jusqu'à Matamoros et eux ils vont garder en tête en se disant bon on le retrouve pas, peut-être que c'est un enlèvement pour une rançon, il n'y a aucun problème, nous on va payer. Donc ils attendaient en fait cet appel pour la rançon presque avec impatience parce qu'ils se disaient que si c'était ça, c'était pas grave, au pire ils paieraient la rançon, ils récupéraient leur fils et ciao bye c'est bon. Mais l'appel n'arrivera jamais. Donc rapidement, il va y avoir des recherches qui vont être émises dans les prisons mexicaines, dans les hôpitaux mexicains, encore une fois, en se basant sur le fait que peut-être un accident est arrivé également, on ne sait pas, mais encore une fois, ça donnera rien. En fait, il n'y a aucune piste. Les policiers sont complètement paumés, ils savent pas trop où regarder parce que malgré leurs recherches, ça donne rien. Et à ce moment-là, les enquêteurs vont avoir une idée surprenante, c'est rare qu'on voit ça dans les enquêtes, mais vont faire appel à un hypnotiseur pour essayer en tout cas d'en savoir plus sur ce qui s'est passé cette fameuse soirée grâce aux amis de Mark qui seront hypnotisés du coup et peut-être pourront apporter des précisions qu'ils ne se souviennent plus comme ça, mais peut-être qu'en les hypnotisant, eh bien, ils arriveront à se souvenir de petits détails qui pourraient fortement aider les recherches et la police. Et à ce moment-là, sous hypnose, Bradley, l'un des amis de Mark, va se souvenir que effectivement Mark à ce moment-là parlait avec un jeune homme hispanique. Il portait à ce moment-là une chemise à carreaux bleus et surtout il se souvient que cet homme avait une grande cicatrice sur le visage. Et ça, il s'en souvenait pas du tout. À ce moment-là, si on l'avait interrogé hors hypnose, et là, l'hypnose révèle que Mark avait été alpagué par quelqu'un d'autre durant cette soirée. Ils se souviennent pas de grand chose, ils se souviennent juste que l'homme aurait alpagué Mark en lui disant que peut-être qu'ils se connaissent, je crois que je t'ai déjà vu quelque part. Et à ce moment-là, son ami dira qu'il sait même pas si Mark a répondu parce que voilà, c'était assez flou, ça reste de l'hypnose, c'est compliqué. Mais voilà, c'est la seule info qu'il a, mais c'est toujours intéressant. Et une personne avec une cicatrice sur le visage, voilà, c'est un signe distinctif, donc ça va pouvoir les aider. Les heures commencent à passer, quelques jours, etc. Et là, la police commence à dire, bon, il est fort probable que malheureusement Mark soit mort. Et que son corps a été caché dans un endroit isolé pour masquer sa dépouille, certainement un vol crapuleux qui a mal tourné. Donc à ce moment-là, des hélicoptères forcément vont être déployés, des véhicules tout-terrain, des chiens, des gens vont être des bénévoles vont ratisser tous les endroits en fait susceptibles de pouvoir cacher un corps discrètement, et notamment le fleuve Rio Grande va être sondé. C'est un endroit en fait très connu par les cartels qui tuaient leurs ennemis, etc.
et mettaient les corps dans ce fleuve. Donc c'était très connu pour ça. Donc du coup il a été sondé, mais aucune trace de Mark. Encore rien du tout. À ce moment-là, les parents de Mark sont désespérés et vont imprimer 20 000 tracts pour les distribuer partout, que ce soit du côté américain ou mexicain, pour pouvoir essayer ne serait-ce que d'avoir une information pour retrouver leur fils. Ils vont proposer une récompense de 15 000 $ à quiconque pourrait les aider à ne serait-ce que localiser leur enfant. Mais encore une fois, ça ne donnera rien. Et c'est le 26 mars, soit 13 jours après la disparition de Mark, que l'affaire va être davantage médiatisée, parce que l'émission policière American's Most Wanted, une émission que vous connaissez je pense puisqu'elle est encore connue de nos jours, va diffuser du coup un passage qui mentionne la disparition de Mark à Matamoros et va essayer de récolter des témoins et des gens qui seraient susceptibles de pouvoir aider. À ce moment-là, comme dans toutes les affaires, quand on demande une appel à témoins, il y a énormément d'appels qui vont arriver, beaucoup d'appels de gens qui disent l'avoir vu ici et là. Comme d'habitude, beaucoup, ça ne donnera rien. Je ne comprendrai jamais les gens qui appellent ce genre d'émission en disant oui, moi je l'ai vu là-bas. Et c'est pas vrai. Pourquoi faire? Et même après ça, eh bien, aucune des pistes des témoins qui vont appeler après cette émission ne sera tangible. Donc à ce moment-là, les parents de Mark retournent à Santa Fe, dépités parce que ils ne savent pas où est leur fils et a priori c'est mal parti pour l'enquête. Et en fait, le point décisif de cette histoire, ça va être quelque chose de tout bête. Le 1er avril 1989, les policiers fédéraux mexicains qui gardaient un poste de contrôle anti-drogue sur une route, donc c'est des checkpoints si vous voulez, c'est des endroits où vous êtes obligé de vous arrêter pour que la police ou l'armée qui est présent puisse contrôler votre véhicule ou au moins minimum de ralentir. Eh bien, une voiture va pas ralentir. Une sorte de camionnette va passer tout droit le checkpoint et ne pas ralentir. Et en fait, cette route, c'est une route qui relie Matamoros et Reynosa à Tamaulipas. C'est une route très proche de Matamoros, donc forcément, ils pensaient pas à Mark. Sur ce point-là, c'était pas lié à Mark, en tout cas au début. Et en fait, ce que vont faire les policiers présents, au lieu de partir derrière la camionnette avec les gyros allumés pleine balle, eh bien, ils vont décider de partir avec une voiture banalisée et de suivre cette camionnette, au comportement plus que louche. Ils vont suivre la camionnette pendant une trentaine de minutes et ils vont se rendre compte que la camionnette s'arrête vers un ranch qui s'appelle le ranch Santa Elena, à l'extérieur de Matamoros. La personne, le conducteur de la camionnette, va sortir de son camion, aller faire des bricoles dans le ranch pendant environ 30 minutes et puis repartir avec sa camionnette. À ce moment-là, la police se rend compte qu'il y a un truc de louche, quelque chose qui cloche. Donc, au lieu de prendre en chasse la camionnette, ils vont décider d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, ils n'ont pas de mandat, ils sont pas là pour fouiller la maison, mais voilà, histoire, jeter un petit coup d'œil à travers les fenêtres, voir ce qui s'y passe, voir s'il n'y a pas des choses bizarres qui se trament, et du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Et très rapidement, durant leur coup d'œil improvisé, ils vont se rendre compte que le ranch, il y a des petites choses cachées un peu partout, notamment des objets de culte plutôt sataniques, mais également des traces de marijuana, de plants de marijuana. Donc certainement, dans le ranch, il devait y avoir trafic de drogue. Quelque chose qui est très répandu au Mexique, bien évidemment. Rapidement, le conducteur du camion va être identifié comme un certain Séraphin Hernandez Garcia, le neveu d'un baron de la drogue locale, dont les opérations étaient basées dans la région du ranch. Donc la drogue, effectivement, c'était logique, puisque rien que le conducteur de la camionnette, c'était le neveu d'un baron de la drogue. À ce moment-là, il décide pas d'arrêter Séraphine. Il décide pas de l'arrêter et d'essayer de confronter avec ce qu'ils ont pu apercevoir dans le ranch. Déjà parce que je pense que c'était pas recevable, puisqu'ils n'avaient pas de mandat, ils ont rien, donc c'est pas recevable des preuves qu'ils ont été voir dans le ranch. Donc ils essaient de monter un dossier beaucoup plus costaud pour pouvoir, une fois qu'ils ont réuni assez d'éléments, pouvoir arrêter Séraphin, mais également d'autres personnes présentes dans le ranch. Et c'est le 9 avril qu'ils auront eu assez d'éléments pour se dire c'est parti, on y va. Donc avec plein de policiers, ils vont se re-rendre au ranch Santa Elena. Et là, ils vont arrêter du coup Séraphin, donc le conducteur du camion qu'on a vu juste avant, son oncle, Elio Hernandez Rivera, et les membres de la secte David Serna Vallez et Sergio Martinez Salinas, parce qu'effectivement ces deux personnages sont membres d'une secte et ça va être relié forcément au ranch, et Domingo Reyes Bustamante, le gardien du ranch, l'homme à tout faire si vous voulez. Sans surprise, pendant la détention et les interrogatoires, tout le monde est détendu. Personne n'a peur de la police, au contraire, la police mexicaine est l'une des polices les plus corrompues au monde,
Et ça n'a pas échappé dans cette affaire, voilà, je vous en dirai un poil plus après. Ça n'a pas échappé, personne n'avait envie de parler, voilà, ils s'en foutaient. Sauf l'homme de main. L'homme de main du ranch, donc l'homme à tout faire, va être interrogé par la police. Et lui va parler. Donc il va expliquer grosso modo ce qui se passait un peu dans le ranch, voilà, la drogue. Il allait que dans ce sens-là, jusqu'à ce qu'un policier ait la brillante idée de sortir une photo de Mark. Voilà, il travaille sur l'affaire de Mark depuis un mois. Et se dit, c'est assez troublant de se dire qu'il y a un ranch où il y a énormément d'activités illicites. Il y a référence à une secte satanique. Et à quelques kilomètres, à Matamoros, il y a un jeune qui a disparu. Et surtout, il y a énormément de disparitions dans le coin. Donc il va montrer une photo de Mark à l'homme à tout faire du ranch. Et l'homme à tout faire du ranch va reconnaître Mark. Et à ce moment-là, la police, elle est encore au ranch avec l'homme de main. Et l'homme de main va dire qu'effectivement, il reconnaît Mark, il va dire qu'il l'a vu. Et au lieu de continuer à poursuivre ce qu'il voulait dire, il va tout simplement montrer du doigt cette cabane. Et là, ça fait froid dans le dos. À ce moment-là, les policiers ne savent pas ce qu'ils vont trouver dans la cabane. Est-ce qu'ils vont retrouver Mark, encore en vie peut-être, séquestré, torturé, aller savoir ce qu'ils peuvent retrouver? Ou pire, est-ce que Mark est déjà mort? Ils retrouveront pas Mark dans la cabane, et en revanche, l'homme de main va finir par avouer que Mark est mort. Mais Mark n'est pas la seule victime. Il avoue que Mark a été effectivement tué dans ce ranch, mais que beaucoup d'autres ont déjà été tués dans ce ranch avant lui. Séraphin va déclarer que les meurtres avaient été ordonnés par Adolfo Constanzo, un chef de secte qui pratiquait une forme de rituel sacrifice humain dans la croyance que cela offrait une protection surnaturelle aux gangs de la drogue. En fait, il pensait qu'en sacrifiant des êtres humains, il serait protégé de la police, de tout en fait. Tout simplement parce qu'il priait à la Santa Muerte, donc c'est une divinité locale, et il pensait qu'en sacrifiant un être humain, forcément, ça allait les protéger. Et à ce moment-là, Séraphin se met à parler. Et il explique que le soir de la disparition de Mark, Adolfo a demandé à Séraphine et des hommes d'aller à Matamoros, le soir du Spring Break, pour leur trouver un homme blanc et anglo-saxon à sacrifier. Donc toujours selon Séraphin, lui et d'autres membres du gang sont partis ce soir-là à Matamoros, dans les rues de Matamoros, en se mêlant aux étudiants en train de festoyer leur fin de diplôme et essayer de trouver une victime. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont repérer Mark. Il tient dans la rue, près de ses amis, et quand ils voient qu'en fait ses amis se séparent et que Bill part dans la ruelle pour aller faire pipi, eh bien ils en profitent pour alpaguer Mark, d'où l'homme qu'on va voir sous hypnose avec Bill, qui a une cicatrice sur la tête, vont l'alpaguer et commencer à lui parler, essayer de le baratiner un peu tout en le faisant marcher et le faisant approcher doucement d'une camionnette. Quand Mark va approcher de la camionnette, eh bien c'est trop tard pour lui. Le piège s'est refermé, les portes s'ouvrent et il est entraîné de force dans celle-ci. Les hommes partent en trombe avec la camionnette et Mark à l'intérieur. Ils partent en trombe à la sortie de la ville. Et très rapidement, le conducteur de la camionnette s'arrête pour reprendre son souffle, un peu, peut-être chamboulé par ce qui vient de se passer, allez savoir. Mais c'est sa chance, Mark la saisit et décide de s'enfuir. Il arrive à sortir de la camionnette et part en courant. Malheureusement pour lui, la camionnette n'était pas seule. En fait, il y avait une camionnette et une voiture qui les suivait derrière. Des mêmes hommes du ranch Santa Elena. Donc il va être rattrapé très rapidement par la voiture et cette fois-ci menacé d'une arme. Là, Mark, il va plus trop rien dire, il essaiera plus de s'enfuir, promis. Il l'attache et le met à l'arrière du véhicule et reprennent la route jusqu'au ranch Santa Elena. Mark va être laissé dans la voiture ligoté toute la nuit, sans eau, sans nourriture, sans savoir où il est, sans savoir ce qui va lui arriver. J'imagine même pas la peur qu'il a dû ressentir. Et le gardien du ranch dira que ça lui faisait un peu pitié. Et en fait, lui, il savait pas trop ce qui se passait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait, bien évidemment. Et il disait que du coup, il savait que le jeune homme avait pas bu, pas mangé depuis des heures et des heures. Et il va lui faire des œufs brouillés et lui apporter de l'eau. Et Adolfo va lui dire, mais t'inquiète pas, on lui fera rien, patati pataprout. Et c'est environ 12 heures après l'enlèvement de Mark que Adolfo et ses hommes vont retourner vers lui dans la voiture. Ils vont envelopper son visage et couvrir sa bouche avec du ruban adhésif pour éviter qu'il crie. Ils vont lui faire traverser le champ jusqu'à l'emmener dans la fameuse cabane. À ce moment-là, Mark a toujours les mains attachées dans le dos. Durant toute la nuit, Adolfo va torturer Mark de façon horrible. Et en plus de le torturer, il va l'abuser sexuellement
toute la nuit. Une fois le calvaire passé, Marc est toujours en vie, si on peut dire. Adolfo va l'emmener dans le champ, juste devant la cabane, et va l'égorger devant tout le monde. Mais comme si ça ne suffisait pas, il va finir par quasiment décapiter Marc avec une machette. Il va récupérer le cerveau de Marc pour le placer et le faire bouillir dans une nganga, c'est un pot en métal africain que Adolfo utilisait pour faire mijoter des restes humains. Les jambes de Marc vont être coupées au-dessus de genoux pour faciliter son enterrement par la suite. Et on va lui insérer un fil au niveau de sa colonne vertébrale. Et pourquoi on lui insère un fil? Tout simplement parce que ils vont enterrer le corps de Marc en faisant dépasser du sol le fil pour que quelques mois après, il puisse récupérer les os en tirant sur le fil, une fois décomposés. En fait, ces os vont être servis ensuite pour faire des talismans, des colliers, des choses comme ça pour protéger les membres du gang. Et ensuite, du coup, les membres de la secte vont creuser un trou dans le sol et y placer Marc et l'enterrer comme ça dans le sol. À ce moment-là, Serafa va accepter d'emmener la police sur les lieux et montrer l'emplacement où Marc a été enterré. Marc va être déterré et en fait tous les membres du gang vont être et de la secte vont être ramenés sur les lieux et menacés par des armes par la police pour qu'ils déterrent tous les corps qui ont été enterrés dans ce ranch. Quand la journée va être terminée, il y aura 15 corps qui vont être sortis de terre. Et tous ces hommes ont été tués sur une période de seulement 9 mois. Après analyse et recherche, les enquêteurs vont se rendre compte que la plupart des victimes en fait étaient des trafiquants de drogue rivaux de Adolfo Constanzo et non des personnes enlevées au hasard comme Marc. Donc des cas comme Marc, il y a dû en avoir puisque 3 corps ne seront jamais identifiés sur les 15, mais la plupart étaient liés à la drogue. Donc Marc, c'était vraiment, entre guillemets, le seul qui avait été enlevé pour des raisons de sacrifice humain. Est-ce que c'était pas le début, s'il n'avait pas été question de douane avec l'oncle de Marc, si cette histoire n'avait pas été plus loin, est-ce que d'autres jeunes auraient disparu et auraient fini dans les mêmes circonstances que Marc? C'est fort possible. À Santa Elena, donc au ranch, la police mexicaine va aussi saisir 110 kg de marijuana, 108 grammes de cocaïne, 12 armes à feu, dont 3 mitraillettes et 11 véhicules volés. Autant dire que c'était pas juste un tout petit trafic. Et à l'intérieur d'un pot de fer dans la grange, dans la petite cabane, les enquêteurs ils vont découvrir des restes de cerveau humain, une tête de chèvre, des pattes de poulet, une tortue, plusieurs herbes, un fer à cheval et des pièces de monnaie. Mélanger tout ça à du sang animal. Bon, ils diront qu'ils n'auront trouvé aucun signe de cannibalisme, mais à ce moment-là, beaucoup se posent la question parce qu'ils faisaient bouillir un cerveau. Donc beaucoup pensent qu'il a été question de cannibalisme dans cette situation, parce que pourquoi faire bouillir le cerveau si c'est pas pour le manger après? En tout cas, il n'y a pas de preuve en soi de cannibalisme, mais c'était très fortement soupçonné. Le 12 avril 1989, les détenus ont été emmenés au siège de la police judiciaire fédérale mexicaine à Matamoros pour une conférence de presse informelle. Les images, je vous les montre. Il y avait plus de 250 journalistes internationaux qui sont arrivés sur les lieux pour prendre des photos et leur poser des questions sur ce qui s'est passé et surtout sur tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de ça, puisque c'était immense. Le trafic était très gros, on a retrouvé 15 corps, enfin c'était juste lunaire pour les gens. Donc à ce moment-là, les 4 suspects vont être exhibés depuis les balcons du bâtiment et seront autorisés à répondre eux-mêmes aux journalistes, ce qui est assez étonnant. Je ne vois pas pourquoi leur donner autant de crédit, mais bon. Le 11 avril 1989, le jour où les corps ont été exhumés de Santa Elena, eh bien, vous savez, Adolfo Constanzo, eh bien lui, il en a profité en fait cette journée-là pour s'enfuir dans un Holiday Inn à Brownsville avant de s'envoler de McAllen au Texas vers Mexico, où il avait un appartement. Il s'est barré, en fait, tout simplement. Donc à ce moment-là, les forces de l'homme américaines et mexicaines vont lancer une chasse à l'homme internationale pour pouvoir localiser Constanzo et le reste des membres de la secte qui avaient justement disparu. Ça va être une énorme chasse à l'homme, je vous détaille pas toutes les dates, où est-ce qu'ils les ont eu et où est-ce qu'ils les ont pas eu, mais la finalité c'est que Adolfo Constanzo va se faire tuer. Après, en plus, ça va ordonner l'assassinat d'une autre personne de la secte, mais il sera tué par un autre membre du gang. C'était tout un bazar. Les membres de la secte restants vont être arrêtés rapidement après la chasse à l'homme et condamnés pour la plupart à 30-35 ans de prison pour tous les chefs d'accusation. Ça me paraît très peu vu le bordel que ça a été entre les trafics de drogue et les meurtres. Ça va aussi faire tomber des têtes puisque un chef de police mexicain va être arrêté pour corruption. Et en fait, c'était tout simplement une taupe du gang dans la police mexicaine qui les tenait informés des avancées de l'enquête, où ils allaient, où ils regardaient, donc il va être condamné
Quand je vous disais que la police mexicaine était extrêmement corrompue, c'est peu de le dire, on est en 1989 à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est même pas caché en fait, tout le monde le sait. Tout le monde sait que la police mexicaine est très corrompue. Au moins, le corps de Marc va être ramené à ses parents. Ils pourront lui offrir des funérailles dignes de ce nom, parce que ce jeune homme est mort de façon plus que tragique, a dû souffrir terriblement. On parle quand même de 12 heures de torture intense, de viol, c'est lunaire ce qui s'est passé. Et c'était vraiment juste en guise d'offrande à la Santa Muerte, pour garantir la prospérité, la force, l'intouchabilité, si on peut dire, du gang en fait face à la police et à leurs rivaux. Cette histoire, elle m'a fait mal au bidou, parce que je trouve ça... en fait, quand je lis une histoire, j'ai tendance à pas me mettre à la place des gens, c'est difficile de dire ça, mais à imaginer ce que la personne pouvait ressentir à ce moment-là, et d'imaginer ce jeune homme, en plus, qui était complètement bourré, hein, faut dire ce qu'il est, donc ça a amoindri ses facultés physiques, donc ils ont pu plus facilement l'emporter, qui se retrouve comme ça en un claquement de doigts dans un ranch, il sait pas où il est, il a pas à boire, pas à manger, il sait pas ce qui va lui arriver, entouré d'hommes armés, où tu sais, en fait, au fond de toi, tu le sais ce qui va t'arriver, t'es pas là pour rien, si on t'a amené là, c'est soit... qu'on va demander une rançon. Or, la plupart des gens dans la drogue, cartel mexicain et compagnie, ils relâchent pas leurs victimes comme ça, et la plupart le savent. Donc forcément, par la suite, Matamoros, ça a arrêté d'être touristique, c'est devenu de plus en plus dangereux. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous conseille pas d'aller boire un coup toute seule, un verre là-bas, c'est vraiment pas conseillé. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Moi je l'ai trouvée super intéressante, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, la liker comme d'habitude, et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos retours, je lis tous vos commentaires, parce qu'il y en a beaucoup, mais je prends le temps de les lire. De toute façon, si c'est pas une réponse, vous avez forcément un petit cœur dessus. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre soutien, c'est hyper cool de pouvoir le lire. Il y a forcément des personnes, 2-3 personnes qui sont moins cool que d'autres, dont des personnes qui ne prennent même pas le temps de regarder la vidéo avant de commenter, mais ça c'est un autre sujet, je comprendrai jamais, mais c'est un autre sujet. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique également, ça me ferait hyper plaisir, forcément, hein, ça reste mon activité principale. Et n'oubliez pas que vous avez 10% de remise des 40 € d'achat en ce moment avec les soldes d'été. Sur ce, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et sinon, adieu.